William Morris, Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre, 14e et dernière partie. Voilà donc mes revendications pour une vie meilleure. Je vous en fais le résumé. Premièrement, un corps sain. Deuxièmement, un esprit actif en accord avec le passé, le présent et l'avenir. Troisièmement, des occupations dignes d'un corps sain et d'un esprit actif. Quatrièmement, de la beauté dans les lieux où nous vivons. De tout temps, l'homme raffiné s'est proposé comme but principal de vivre dans ces conditions. Mais on a trop souvent contrecarré ses plans, si bien qu'il a tourné des yeux pleins de désir vers le passé, avant la civilisation, lorsque la seule préoccupation de l'humanité était de se trouver assez à manger pour vivre un jour de plus, lorsque l'espoir demeurait latent en lui, ou du moins qu'il ne lui était pas possible de l'exprimer. En effet, si, comme beaucoup le croient, la civilisation interdit la réalisation de l'espoir d'atteindre ces conditions de vie, la civilisation interdit alors à l'homme d'être heureux. Si tel est le cas, réprimons donc toute soif de progrès, réprimons même tout sentiment de bienveillance et d'affection que nous ressentons les uns pour les autres, chacun pour soi. Emparons-nous de tout ce qui nous tombe sous la main dans l'immense amas de richesses que des sots fabriquent pour engraisser des voyous. Encore mieux, trouvons le plus vite possible le moyen de mourir comme des hommes puisque l'on nous interdit de vivre comme des hommes. Mais prenons plutôt courage. Souvenons-nous que nous bénéficions, toute chaotique et douloureuse que soit l'époque dans laquelle nous vivons, de l'héritage merveilleux que nous a transmis le travail de ceux qui nous ont précédés, et croyez que le jour où l'homme commencera à s'organiser arrivera. Nous n'avons pas à construire le nouvel ordre social à partir de rien. Nos ancêtres ont déjà fait presque tout le travail. Nous n'avons qu'à bien ouvrir les yeux et à bien interpréter les signes des temps. Nous verrons alors que de bonnes conditions de vie sont à notre portée et qu'il nous revient d'étendre la main et de nous en emparer. Comment? Surtout, je crois, par l'éducation, pour que les hommes prennent conscience de leurs vraies aptitudes, pour qu'ils apprennent à utiliser le pouvoir politique qu'on leur abandonne de plus en plus pour améliorer leur propre sort, pour qu'ils comprennent enfin que le vieux système d'organisation du travail pour le profit individuel devient impossible à gérer, et que le peuple tout entier doit maintenant choisir entre le désordre qui résulte de la désintégration de ce système et la détermination de prendre en main l'organisation du travail pour le profit et de se servir de cette organisation pour le bien de la collectivité. Pour qu'ils comprennent que les individus profiteurs ne représentent pas une nécessité, mais bien un obstacle au travail, non seulement parce qu'ils sont les perpétuels rentiers de la force ouvrière, mais aussi et surtout parce que leur classe ne peut exister sans gaspillage. Tout cela, nous devons l'enseigner au peuple quand nous l'aurons nous-mêmes bien appris. Quand nous l'aurons nous-mêmes bien appris. C'est un travail de longue haleine, je le reconnais, et pénible. Comme je le disais au début, les gens qui craignent plus que tout de manquer de pain ont si peur du changement que même les plus misérables d'entre eux demeurent impassibles et immobiles. Cependant, quelque pénible que puisse être ce travail, nous en serons certainement amplement dédommagés. Le simple fait qu'un groupe d'hommes, même un petit groupe, a su s'unir pour diffuser le socialisme démontre que le changement a déjà commencé. Au fur et à mesure que les classes ouvrières, qui forment la seule part vraiment organique de la société, acceptent ces idées, l'espérance naîtra en eux. Ils exigeront que la société change, même si ces exigences ne vont pas dans le sens de leur émancipation directe, parce qu'elles seront formulées dans l'ignorance de la seule revendication nécessaire, celle de l'égalité de conditions. Mais indirectement, elles contribueront à la désintégration de notre société pourrie et creuse. Ils ne cesseront plus de revendiquer l'égalité de conditions de plus en plus fort, et il faudra les écouter jusqu'à ce qu'enfin nous franchissions la frontière et que le monde civilisé devienne le monde socialisé. Quand alors nous regarderons notre passé, nous nous demanderons comment il est possible que nous ayons pu accepter de vivre aussi longtemps comme nous vivons aujourd'hui. Voilà, c'est le livre d'où est tiré ce discours de William Morris,
Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre, paru chez Rivage Poche, petite bibliothèque dans laquelle vous trouverez d'autres textes de William Morris si celui-ci vous a intéressé. Merci.